depuis 24 heures, depuis 36 heures, les bombardements prennent un tour différent. Les cibles sont élargies. Elles sont élargies à quoi? Effectivement, d'une certaine manière, aux bases du pouvoir du régime iranien. Alors ça part dans plusieurs directions. Il y a des ministères et il y a notamment la télévision ces dernières heures. On va y venir maintenant en détail. Voyons précisément quelles sont ces nouvelles cibles. Voyons précisément ce qui s'est passé, les indispensables, avec Justine Fraissinet. Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors il y a une scène tout particulièrement qui illustre cette nouvelle phase de la guerre. Effectivement, regardez, c'était il y a à peine plus d'une heure, une présentatrice de la télévision officielle iranienne égrène en direct le bilan des frappes du jour, quand soudain... Cette énorme explosion, les écrans du décor qui virent au noir, la présentatrice a pris la fuite. Il ne reste qu'un nuage de débris et de poussière qui envahit le plateau. Alors que s'est-il passé ? Eh bien, Israël vient tout juste de frapper la radio-télévision d'État, organe de propagande du régime. À noter qu'Israël avait appelé quelques minutes plus tôt à évacuer le quartier. On voit cette façade éventrée, les flammes à tous les étages, les colonnes de fumée qui s'échappent et ce reporter à l'extérieur qui commente les dégâts. À noter qu'après cette attaque, David, Israël affirme « Nous frapperons le dictateur iranien partout ». La télévision donc, mais aussi les ministères, celui des Affaires étrangères par exemple, visé hier soir par 2 missiles. Il abritait, semble-t-il, un centre secret des renseignements iraniens. Son chef aurait été tué, mais aussi des dégâts contre le siège du ministère de la Culture. Et puis dans ce même quartier, tout aussi saisissant, l'armée israélienne s'attaque aussi à la police des rues, celle qui réprime les manifestations, celle qui fait régner l'ordre. On est effectivement loin des objectifs militaires. Et puis ce qui frappe aussi, c'est que les installations énergétiques sont également systématiquement prises pour cible maintenant. Effectivement, de manière méthodique. Exemple, le dépôt de carburant de Sharan, situé dans l'ouest de Téhéran. Sur ces images, au moins 4 des 11 réservoirs du site sont en feu. Frappe aussi contre des raffineries, ici celle de Charé, près de Téhéran également. Dépôts, raffineries, gisements de gaz aussi, comme ici à South Pars, l'une des plus grandes réserves de gaz du monde, ce qui a provoqué des explosions en chaîne. Objectif recherché, provoquer des pénuries de carburant et des coupures d'électricité, parce que la plupart des centrales électriques en Iran fonctionnent au gaz. De même, est-ce un objectif ou une conséquence involontaire? En tout cas, des quartiers de Téhéran ont été submergés par les flots, des conduites d'eau ont explosé, avec des conséquences très directes pour la population. Mais ce qui correspond à cet élargissement des cibles, c'est que les discours ont évolué également. Effectivement, parce que, alors qu'au premier jour des frappes vendredi, Netanyahou ne pointait qu'un seul objectif, anéantir le programme nucléaire iranien, désormais, il évoque directement ou pas d'autres objectifs. Écoutez-le. חיל האוויר הישראלי שולט בשמי טהרן. זה שינוי של כל המערכה. אנחנו בדרך להשיג את שני היעדים שלנו. חיסול האיום הגרעיני, חיסול האיום הטילאי. כשאנחנו שולטים בשמי טהרן, אנחנו פוגעים במטרות האלה, במטרות של המשטר. בניגוד למשטר הנפשע של איראן, שמטרגט את האזרחים שלנו ובא להרוג ילדים ונשים. Israël Katz, le ministre israélien de la Défense, se veut encore plus précis sur les cibles potentielles. Le dictateur iranien transforme Téhéran en Beyrouth et ses habitants en otages pour la survie de son régime. Mais est-ce que l'objectif de faire tomber le régime est évoqué ? Eh bien, de toute évidence, oui. Selon le Wall Street Journal, qui s'est entretenu avec un responsable israélien, le guide suprême n'est pas à l'abri. Israël n'exclut aucune cible potentielle, y compris Khamenei. L'agence Reuters va même jusqu'à affirmer que dans le courant du week-end, les Israéliens ont eu l'occasion de tuer Khamenei et que Trump lui-même s'y est opposé. La question d'un changement de régime a clairement été posée à Netanyahou par Brett Bayer, journaliste star de la chaîne Fox News. Écoutez sa réponse. The Iran regime is very weak. I think it's basically left with two things. It's plans to have atomic bombs and ballistic missiles. That's basically what Iran has. They certainly don't have the people. 80% of the people would throw these theological thugs out. I mean, they murder them, they oppress them for 46 years. They've yearned for freedom.
Alors, où se trouve Khamenei à l'heure actuelle? Selon la chaîne israélienne I24 News, il s'est retranché avec sa famille dans un bunker souterrain dans le nord de Téhéran, après les premières frappes israéliennes de vendredi. Merci à Justine. Alors là encore, prenons les choses dans l'ordre. La télévision d'abord. Pourquoi frapper la télévision? Je vous livre ce qu'a déclaré le ministre de la Défense Israël Katz peu de temps après ce bombardement qu'on va revoir. L'autorité de diffusion de la propagande et de l'incitation du régime iranien a été attaquée par notre armée après l'évacuation massive des habitants des environs. Les habitants, c'est vrai, avaient été prévenus. Nous frapperons le dictateur iranien partout. Déclaration donc d'Israël Katz, le ministre de la Défense. Pourquoi la télévision? Qui veut commencer? Grégory. C'est l'un des symboles et des piliers du régime, celui de la propagande de la République islamique. Et vous avez mentionné aussi que des ministères ont été visés, des commissariats. Effectivement, on est très loin des objectifs militaires et nucléaires qui avaient été affichés dans les premières heures. Là, on va viser la télévision qui est dans le centre-ville de Téhéran. D'ailleurs, je note ça aussi. Téhéran est particulièrement frappé ces dernières heures, et y compris des quartiers, le quartier Valiasq, vous savez, cette grande artère qu'on baptise un peu facilement les Champs-Élysées de Téhéran. Et les habitants nous racontent, ceux qu'on arrive à joindre, nous racontent tous que dans Téhéran, il y a des nuages de fumée, à commencer par celui du siège de la télévision. Ce sont chaque pilier du régime, commissariat pour l'ordre qui est censé ramener l'ordre dans les rues, télévision pour la propagande, ministère qui symbolise un peu le fonctionnement de l'État, qui sont visés aujourd'hui. On est très loin effectivement des cibles nucléaires du début. La télévision, c'est ce qu'on vise quand on veut s'en prendre à l'instrument de communication ou de propagande du régime. Oui, c'est la facette politique de la guerre de Netanyahou, mais tout ça, c'est probablement dû au 7 octobre. C'est-à-dire qu'avant le 7 octobre, et même en 2008, quand on parlait déjà d'une possible, probable, enfin, si les Américains de George Bush avaient dit oui, intervention militaire israélienne contre les installations nucléaires iraniennes, c'était vraiment les missiles et vraiment les installations nucléaires. Le 7 octobre a provoqué un tel choc en Israël qu'aujourd'hui, le gouvernement en fait étend cette guerre à la politique. C'est-à-dire que c'est une guerre par étapes. Il y a d'abord le Hamas, qu'on éradique, le principal responsable des massacres du 7 octobre, le Hezbollah qui a rejoint le front du Hamas, les Houthis, c'est pas encore vraiment terminé, au passage Bachar el-Assad qui tombe, et ensuite la dernière étape, c'est ce qu'ils appellent la tête de la pieuvre, c'est-à-dire annihiler en fait la menace nucléaire, la menace des missiles et la menace politique, puisque en fait c'est cette tête de la pieuvre qui nourrit, qui arme et qui entretient en fait les milices et les affidés de l'Iran au Moyen-Orient. Donc en fait, pour retrouver sa sécurité, Israël est obligé pour dégonfler complètement et faire disparaître ses proxys, en fait, de tuer la tête, en fait, de décapiter le. Alors, si ce n'est le régime, en tout cas... Le cerveau. Mais dans les premières heures de cette guerre, et Grégory l'a dit, c'était les objectifs militaires, uniquement militaires, et en particulier nucléaires. Et là, depuis 24 heures ou 36 heures, est-ce que c'est la vraie nature de cette guerre qui se dévoile à nous, Vincent ? Je le crois, c'est-à-dire que l'élargissement du spectre des cibles dit assez que l'objectif fondamental, c'est quand même l'effondrement du régime. C'est bien ça. On est persuadé en Israël que le péril existentiel, pour reprendre la rhétorique en vigueur là-bas, ne peut être anéanti que si ce régime-là s'effondre. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve qu'au-delà de la télévision, on a bien vu la portée symbolique de cette frappe, le fait de toucher des infrastructures énergétiques, pétrolières et des systèmes d'eau peut contribuer à fragiliser un régime qui est déjà très anémié et dont l'impopularité est patente. Pourquoi ? Quand je vais en Iran, très souvent je rencontre par exemple des paysans qui n'en peuvent plus de la sécheresse et de l'incapacité du pouvoir à leur fournir l'eau vitale pour leur culture. De gens qui râlent parce qu'ils doivent faire la queue pour du carburant. Alors, vous avez pu y aller récemment ? Pas récemment, non. Je n'ai pas pu y aller récemment, surtout pas dans ce contexte-là, mais j'y ai fait une vingtaine de reportages dans les 2 décennies écoulées. Et donc, l'idée est peut-être qu'il faut aussi saper
l'assise du régime. Et j'en veux pour preuve un élément qui a été peu remarqué. Il y a un média qui est inféodé à l'état-major de l'armée iranienne, qui a publié un article, voilà quelques heures, qui préconise le déploiement de ce qu'on appelle les Bassidji. Les Bassidji, c'est-à-dire mobilisés en farsi, en persan. En fait, c'est une sorte de milice de garde-chiourme, hein, entre 4 et 10 millions selon les estimations, parce qu'on craint justement qu'il y ait là et ailleurs des embryons de contestation sociale. Et donc, je pense que l'idée est de faire en sorte que, au-delà de la neutralisation du péril nucléaire, les conditions d'un affaissement, voire d'un effondrement de ce régime soient réunies. Est-ce que c'est... Pardonnez-moi. D'ailleurs, les Bassidji, c'est ceux qui ont réprimé les récentes manifestations. Femmes, vie, liberté, ce sont les Bassidji qu'on voyait dans les rues à moto pour réprimer les foules. Donc oui, effectivement, il y a sans doute, en les déployant dans la rue, la volonté de calmer tout mouvement velléitaire. Mais pardonnez-moi d'être familier, mais pour reprendre cette expression, est-ce que l'appétit vient en mangeant ? Et Israël se dit, on était parti là-dessus. Et finalement, on voit qu'il y a une possibilité, puisque les défenses antiaériennes, on dit qu'un tiers des défenses antiaériennes iraniennes seraient déjà détruites, puisque ça va aussi vite, on élargit la guerre, ou c'était le plan dès le départ ? C'était le plan dès le départ. Si vous voulez, les frappes, chefs d'état-major, les passedarans, les gardiens de la Révolution, c'est l'épine dorsale du régime. Ils ont été frappés immédiatement. Et je crois que c'est 24 heures après les premières frappes, peut-être même moins, M. Netanyahou a clairement dit « Nous n'en avons pas contre le peuple iranien, nous en avons contre le régime, et il faut un changement de régime. » Il a dit clairement. Pour un changement de régime, il faut une action extérieure telle qu'elle est faite, mais il faut une action intérieure. On a bien vu toutes les manifestations qu'il y avait eu à l'époque où cette jeune femme avait été tuée par... Et là, en 2022, voilà. La jeune Macha, voilà. Et ça avait donné le coup d'envoi de mois et de mois. Et ça a duré très très longtemps. Mais là, aujourd'hui, pour arriver à ce mouvement, il faut le chaos à l'intérieur. Le chaos à l'intérieur, c'est les médias, l'eau, l'électricité, tous ces systèmes-là, et la police. Moi, j'ai été frappé par le ciblage de la police et des Bassidji. Alors c'est plus compliqué parce qu'ils sont un peu partout, mais les endroits où ils peuvent être, de façon à cibler tout ça pour donner un espoir de soulèvement aux Iraniens. La crainte que j'ai, c'est qu'on voyait les images des gens qui quittaient Téhéran. Téhéran est en train de se vider. On va y venir dans un instant, mais oui. Et ça va poser un problème sur le soulèvement. Et c'est pour ça que quand on parle du ciblage du guide suprême, c'est à demi-mot, c'est annoncé. Le dictateur, on ira jusqu'au bout, etc. Alors, arrêtons-nous justement sur le guide suprême. Il faut rappeler qu'il y a un système institutionnel en Iran où un président est élu au suffrage universel. Mais en réalité, le guide suprême, c'est-à-dire Ali Khamenei, qui a succédé à l'ayatollah Khomeini en 1989, si ma mémoire est bonne, c'est lui le vrai chef d'une certaine manière. Il est élu, je crois, par un collège de quelques 90 mollahs. C'est un peu, je ne sais pas si toute chose égale par ailleurs, on peut comparer ça à l'élection du pape. Sauf que c'est un pape qui a des pouvoirs, qui a des pouvoirs temporels également, qui a le vrai pouvoir sur la machine. Est-ce que pour vous, il fait partie des objectifs d'Israël de l'éliminer ? Il y a une déclaration qu'on va découvrir dans quelques instants de Benjamin Netanyahou à nos confrères d'ABC. Est-ce que ça fait partie des objectifs et que les États-Unis ont dit ça va trop loin ? Ou bien est-ce que ce serait trop, même pour Israël, de tenter de l'éliminer ? Je vais prendre la citation du président Trump à ce propos, qui a dit « Pour l'instant, il n'y a pas d'Américains qui a été ciblé ». D'où la retenue du régime iranien de ne pas frapper, où il pourrait le faire facilement en Irak, où il y a encore des troupes américaines, il y a encore des systèmes, et il y a bien sûr des chiites qui sont aux ordres de l'Iran qui pourraient le faire. Donc les Iraniens font très attention à ça, parce que pour l'instant, la position du président Trump est très intéressante à voir. En fait, lui prétendait pouvoir négocier. Il faut se rappeler que la négociation devait avoir lieu à Oman dimanche. Et l'attaque a eu lieu le 61e jour, et le président Trump rebondit en disant « Je vous avais bien dit que je vous laissais 60 jours », comme s'il avait piloté l'attaque. Ça, il avait dit aux Iraniens « On négocie, mais si au bout de 60 jours, il n'y a pas de résultat,
ça va barder, pardonnez-moi l'expression. Donc il est un peu assis entre deux chaises. Aujourd'hui, il ne veut pas, pour l'instant, livrer les bombes avec les B-2 et les B-52 qui sont à Diego Garcia, ne pas cibler directement le guide suprême. Et pourtant, il y a 30 ravitailleurs américains qui ont quitté les États-Unis pour venir dans la zone, c'est-à-dire aider l'aviation israélienne qui est faible sur le plan du ravitaillement. Il faut rappeler que les distances font que les avions ont besoin de se faire ravitailler. Il y a 1500 km. Donc il rentre à petits pas là-dedans, mais il est un peu tenu parce que les républicains sont partagés sur ce point. Mais au bout du compte, Netanyahou, c'est ce qu'il veut. Lui, s'est cassé complètement le régime jusqu'au guide suprême. Mais pourra-t-il aller jusque-là sans que les Américains se mouille un peu plus, c'est difficile à dire. Le sort de l'ayatollah Ali Khamenei est à mon sens un marqueur de la divergence stratégique apparente, en tout cas, entre Tel Aviv et Washington. Si vous voulez perpétuer la fiction ou la réalité d'une négociation à venir, vous avez besoin qu'il y ait encore une incarnation du pouvoir. Et en l'occurrence, celui qui détient la réalité du pouvoir, et notamment avec des liens très étroits avec le corps des Pasdaran, les gardiens de la Révolution. Si vous estimez qu'il faut anéantir tous les piliers du régime, il n'y a aucune raison de le préserver. Puis j'ajoute un autre point historique très rapidement. Cet homme qu'on voit à l'instant à l'écran est un miraculé. Il échappe en juin 81 à une tentative d'assassinat, alors qui était liée à des querelles internes après la révolution islamique. Un magnétophone dans une mosquée où il prêche, il prononce le sermon du vendredi, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'il a perdu à ce moment-là l'usage d'un bras. Mais je suis convaincu qu'il est aujourd'hui effectivement dans un endroit secret, si possible. C'est quoi le genre d'endroit secret? Là, on assiste à un moment important à nouveau de cette journée, mais aussi de cette période de 4 jours de guerre qui vient de commencer. Israël qui dit officiellement, Benjamin Netanyahou qui dit officiellement, je n'exclus pas d'éliminer le guide suprême de la révolution en Iran. D'abord, où est-ce qu'il pourrait être caché, d'après vous, dans ces cas-là? Sa résidence a été bombardée déjà, la résidence visible. Mais bien sûr, il a été mis à l'abri dans un bunker. Faut rappeler que c'est pas la première fois qu'il est mis à l'abri dans un bunker. Donc, il est à l'abri. Là, moi, je fais une grande confiance au Mossad pour à peu près savoir où il peut être et pouvoir déclencher quelque chose contre lui. Parce que le Mossad est tellement infiltré dans le système qu'il a quand même su à quel moment il y avait la réunion de l'état-major pour les frapper. Pourquoi ? Parce que le moment stratégique est intéressant. Les Iraniens se disaient, M. Netanyahou vient d'échapper à une mise en bascule de son cabinet et de la Knesset. Donc, il n'est pas très sûr. Deuxièmement, on se réunit avec les Américains dimanche. Donc, on peut être tranquille. C'est le bon moment pour frapper qu'on choisit les Israéliens. Donc, je pense qu'ils ont tous les bons éléments pour le faire. Mais le changement de régime, je trouvais que la phrase qui était indiquée sur l'écran de Netanyahou, voilà, est extraordinaire. Il cherche à calmer. Pourquoi ? Parce que le changement de régime, c'est la panique, y compris chez nous. Toutes les chancelleries disent changement de régime, c'est pas possible. Pourquoi ? Parce que c'est l'incertitude. Or, lui cherche à dire au contraire, ça va calmer les tensions.